Maman a publié un selfie du match de football de mon frère. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. Le soir même, je suis monté sur scène au MIT en tant que major de promotion. Les 3 chaises que j'avais réservées pour ma famille étaient toutes vides. Alors, j'ai jeté mon discours et j'ai pris le micro. Toute la salle s'est levée. 3 chaises au premier rang réservées pour ma famille, toutes les 3 vides. Mes parents étaient au match de football de mon frère pendant que je prononçais le discours de major de promotion au MIT. Ma mère avait publié un selfie depuis les gradins 1 heure plus tôt avec une légende qui disait « Nous ne manquerions ça pour rien au monde ». Alors, j'ai jeté mon discours et j'ai dit la vérité. 14 millions de personnes l'ont entendu, y compris mes parents. Cet après-midi-là, je me tenais en coulisses lors de ma cérémonie de remise de doctorat, tenant un morceau de papier plié et essayant d'empêcher mes mains de trembler. Pas à cause du trac, mais à cause de quelque chose de plus ancien. J'avais vérifié mon téléphone une dernière fois avant de le mettre en silencieux. Et voilà, la publication de Vivien. Ma mère avait mis en ligne une photo sur les réseaux sociaux. Sutton dans son maillot, casque sous le bras, mes parents de chaque côté de lui dans les gradins. Arlon portait les couleurs de l'équipe de mon frère. La légende de Vivien disait « Soir de match de championnat », suivi d'une série d'émojis et d'un point d'exclamation. Tout le monde souriait, tout le monde était exactement là où il voulait être. Une semaine plus tôt, j'avais appelé Vivien pour lui rappeler la date d'aujourd'hui. Je lui avais dit que j'avais réservé 3 places au premier rang. Je lui avais dit que c'était le plus grand jour de ma carrière universitaire. Je ne recevais pas seulement un doctorat du MIT. Je prononçais le discours de major de promotion. Elle m'avait dit qu'il serait là. Elle avait dit qu'ils étaient fiers de moi. Elle avait dit qu'ils ne manqueraient ça pour rien au monde. Puis l'équipe de Sutton s'est qualifiée pour le championnat d'État et le monde est devenu beaucoup plus petit. Mon nom est. J'ai passé les dernières années enterré dans un laboratoire de recherche à développer des méthodes pour la détection précoce des événements cardiaques. Le genre de travail qui pourrait signaler une crise cardiaque des jours avant qu'elle ne se produise. L'objectif était de donner plus de temps aux familles, plus de temps pour agir, plus de temps pour se préparer, plus de temps pour dire les choses qui comptent avant que le corps ne décide pour vous. Je ne dis pas cela pour paraître impressionnante. Je le dis parce que j'ai besoin que vous compreniez ce qui était en jeu sur cette scène et pourquoi les 3 chaises vides au premier rang m'ont frappé de cette façon. J'ai un frère cadet nommé Sutton. Il joue au football. Il est bâti comme un secondeur et se déplace dans le monde avec l'assurance facile de quelqu'un qui n'a jamais eu à se demander s'il était désiré, parce qu'il n'a jamais eu à se le demander. Arlon s'en était assuré. Mon père, Arlon, est le genre d'homme qui montre son amour avec son corps. Il est présent. Il conduit. Il s'assoit dans les gradins sous la pluie. Il filme chaque action avec son téléphone et regarde les rediffusions au dîner. Il a construit une vitrine à trophées dans le salon pour les récompenses de Sutton. Il a entraîné l'équipe de jeunes de Sutton. Il n'a jamais manqué un seul match en 4 ans de football au lycée. Il a manqué chacune de mes remises de diplôme. Ma mère, Vivien, est la narratrice. Elle décide de l'histoire familiale, et elle la raconte avec suffisamment de chaleur pour que l'on ne remarque presque pas les lacunes. Dans sa version, les 2 enfants étaient aimés de la même manière. Dans sa version, ils ne pouvaient tout simplement pas assister à mes cérémonies à cause de conflits d'horaire. Dans sa version, ils avaient toujours l'intention de venir, mais avoir l'intention de venir et venir ne sont pas la même chose. Et après un certain temps, la différence cesse d'être un détail et devient toute l'histoire. Laissez-moi vous donner le schéma pour que vous compreniez. Ce n'était pas un événement unique. Quand j'ai été accepté au MIT, je me souviens d'être debout dans la cuisine, tenant la lettre. Mes mains tremblaient. Je l'ai montré à Vivien, elle a souri et a dit que c'était merveilleux. Puis elle m'a demandé si je pouvais rentrer à la maison ce week-end-là pour le match de Sutton parce qu'il manquait de chauffeur pour le covoiturage. C'était sa première réponse au fait que sa fille entrait dans l'une des meilleures universités du monde. Une question de covoiturage. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de premier cycle, Sutton avait un tournoi. Toute la famille est allée au tournoi. Vivien m'a envoyé un texto ce matin-là qui disait « Nous sommes si fiers de toi », avec un cœur. J'ai obtenu mon diplôme dans une salle pleine d'inconnus et j'ai pris une photo avec la mère d'un camarade de classe parce que je n'avais personne pour en prendre une avec moi. Quand j'ai terminé ma maîtrise, Arlon a dit qu'ils avaient un engagement qu'ils ne pouvaient pas déplacer.
J'ai appris plus tard que c'était le banquet de football de Sutton. Un banquet, du poulet insipide et un trophée de participation. C'était l'engagement qui l'emportait sur mon diplôme de maîtrise du MIT. Chaque fois, le même calcul, ma réussite d'un côté, Sutton de l'autre. Et chaque fois, la balance penchait du même côté, non pas parce qu'il me détestait. Cela aurait été plus facile à comprendre. Ils ont simplement oublié de peser ma version des faits. Je veux être clair sur quelque chose. Sutton n'est pas une mauvaise personne. Il n'est pas cruel. Il n'est même pas conscient de la plupart de tout cela. C'est juste un enfant qui a grandi dans une maison où les projecteurs le suivaient automatiquement. Et il n'a jamais eu à regarder autour de lui pour voir qui se tenait dans l'ombre. Ce n'est pas sa faute. Mais c'est la vérité. Et voici la chose que je n'ai comprise que beaucoup plus tard. Il ne s'est jamais agi de football. Le football n'était qu'une excuse. Le vrai problème était plus simple et plus laid. Arlon se voyait en Sutton. Il voyait sa propre jeunesse, sa propre force, sa propre histoire se poursuivre. Quand il regardait Sutton jouer, il regardait une version de lui-même gagner. Quand il me regardait, il voyait quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Une fille silencieuse avec des livres, des articles de recherche et un monde qui ne tenait pas sur un terrain. Il ne savait pas comment encourager cela. Alors, il ne l'a tout simplement pas fait. Maintenant, voici où cette journée se complique. J'avais écrit un discours, un bon. Le genre de discours que les majors de promotion donnent. Gratitude, inspiration, quelques blagues, une fin pleine d'espoir, sûr, attendu. Le genre de discours qui met tout le monde à l'aise et dont personne ne se souvient. Je prévoyais de prononcer ce discours. Je prévoyais de monter là-haut, de lire mes mots, d'accepter mes applaudissements et de passer à autre chose. Je ne prévoyais pas de faire une scène. Je ne prévoyais pas de dire quoi que ce soit de personnel. J'allais faire ce que j'avais toujours fait, bien performer, n'attendre rien et partir tranquillement. Mais ensuite j'ai vu ces chaises, 3 cartons blancs indiquant un réservé pour la famille. 3 sièges vides dans une rangée de centaines. Et cela m'a frappé, non pas comme de la tristesse, non pas comme de la colère, mais comme une évidence. J'avais passé ma vie entière à réserver des places pour des gens qui ne venaient jamais. Des places littérales, des places figuratives, des espaces dans mon cœur que je gardais ouverts, chaleureux et en attente, espérant qu'un jour quelqu'un de ma famille s'assiérait et resterait. Et ils ne l'ont jamais fait. La coordinatrice de la cérémonie a touché mon bras et m'a dit que c'était presque l'heure. J'ai regardé ces 3 chaises vides une dernière fois. Et puis j'ai regardé la 4e chaise, celle au bout de la rangée. Le docteur Harley était assise là. Elle avait dans les 70 ans. Elle avait pris sa retraite du MIT l'année précédente. Après 3 décennies d'enseignement et de recherche, elle avait été ma conseillère pédagogique pendant tout mon doctorat. C'est elle qui m'a poussé quand je voulais abandonner. Qui lisait des brouillons à minuit et envoyait des notes à l'aube. Qui m'a dit un jour que mon travail compterait longtemps après que nous serions toutes les deux parties. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Elle était à la retraite. Elle n'avait aucune obligation. Mais 3 jours avant la cérémonie, elle m'a appelé et m'a demandé à quelle heure ça commençait. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à venir. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle m'a dit quelque chose que je porterai en moi pour le reste de ma vie. Elle a dit que quand elle était jeune, elle avait soutenu sa thèse dans une salle où la seule personne venue pour elle était un concierge qui se trouvait être en pause. Elle a dit qu'elle avait regardé des chaises vides assez longtemps pour savoir ce que cela fait à une personne. Et elle a dit qu'elle n'allait pas me laisser monter sur cette scène et en regarder une de plus. Elle a conduit 2 heures pour être là. 2 heures pour une cérémonie qui n'était même plus la sienne. Parce que c'est ce que font les gens quand ils vous voient vraiment. Ils sont présents. Pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils se souviennent de ce que l'on ressent quand personne ne le fait. Elle était assise dans cette 4e chaise, portant une robe bleue que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait un petit bouquet de fleurs sur les genoux, et elle me regardait de la manière dont j'avais toujours voulu que mes parents me regardent, comme si ce que j'avais fait comptait, comme si je valais le déplacement. La coordinatrice a prononcé mon nom. J'ai marché vers le pupitre. Mon discours plié était dans ma main. Des mots sûrs, des mots attendus, des mots qui mettraient tout le monde à l'aise. J'ai regardé les 3 chaises vides. J'ai regardé le docteur Harley.
J'ai regardé les centaines de familles tenant des fleurs et des appareils photos, essuyant des larmes. Et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai plié le discours encore plus petit, je l'ai glissé dans ma poche et j'ai saisi les bords du pupitre. Je n'allais pas prononcer le discours convenu. Pas aujourd'hui. Je me suis agrippé au pupitre et j'ai regardé le public. Des centaines de visages, des familles tenant des fleurs, des parents qui pleuraient déjà alors que la cérémonie venait à peine de commencer. J'ai jeté un coup d'œil à ma poche où se trouvait le discours convenu, plié et inutile. Puis j'ai regardé les 3 chaises vides et j'ai commencé à parler. Je n'ai pas utilisé de nom. Je n'ai pointé personne du doigt. Je n'ai pas dit au public que ma famille était à un match de football. J'ai dit quelque chose de plus simple que cela. J'ai dit que certains d'entre nous regardaient des rangées pleines de gens qui nous aimaient et que d'autres regardaient des chaises que nous avions réservées pour des gens qui avaient choisi d'être ailleurs. J'ai dit que ces 2 expériences étaient réelles et que ces 2 types de personnes méritaient d'être dans cette salle. L'auditorium a changé. Je pouvais le sentir, pas de l'inconfort. De la reconnaissance. Comme si une salle entière venait d'entendre une fréquence qu'ils portaient seuls en eux. J'ai parlé de mes recherches, des événements cardiaques et de la détection précoce, et de l'idée que si nous pouvions voir une crise arriver, nous pourrions intervenir avant qu'elle ne se produise. Puis j'ai dit la chose qui finirait par être partagée plus de fois que je ne pourrais le compter. J'ai dit que j'avais passé des années à essayer de donner plus de temps aux familles ensemble. Et que la plus grande ironie de ma vie était que je ne pouvais pas donner à ma propre famille une raison d'être présente. La salle est devenue silencieuse. De ce silence lourd. Celui où les gens arrêtent de respirer parce qu'ils viennent d'entendre quelque chose qu'ils pensent depuis des années mais n'ont jamais dit à voix haute. J'ai regardé le docteur Harley. Elle pleurait, mais elle hochait la tête. J'ai dit une dernière chose. J'ai dit, si vous êtes assis à côté de quelqu'un en ce moment, regardez-le. Ils ont conduit jusqu'ici. Ils ont pris leur journée. Ils tiennent des fleurs qui mourront dans 3 jours parce qu'ils voulaient que vous ayez quelque chose de beau à emporter en quittant cette scène. C'est ça, l'amour. Pas celui dont les gens parlent, mais celui pour lequel les gens se présentent. J'ai dit merci et j'ai reculé. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis quelqu'un s'est levé. Puis un autre. Puis toute la salle s'est levée. Pas des applaudissements polis. Le genre qui vient de gens qui viennent de réaliser qu'ils ne sont pas seuls. J'ai quitté cette scène et je n'ai pas ressenti de soulagement. Je me sentais vide. Le bon type de vide. Comme si quelque chose qui était logé dans ma poitrine depuis des années avait enfin été libéré et qu'il y avait maintenant de la place pour respirer. Le docteur Harley m'a trouvé dans le couloir. Elle n'a rien dit au début. Elle m'a juste serré dans ses bras. Quand elle m'a lâché, elle a dit qu'elle était fière de moi. Pas pour le doctorat. Pour avoir dit la vérité quand il aurait été plus facile de ne pas le faire. C'est à ce moment-là que j'ai pleuré. Pas sur scène. Pas au pupitre. Dans un couloir. Dans les bras d'une femme qui a conduit 2 heures pour s'asseoir sur une chaise. Que mes parents n'avaient pas pris la peine d'occuper. Je ne savais pas que quelqu'un avait enregistré le discours. Le lendemain matin, un extrait circulait, juste la partie sur les chaises vides. En quelques jours, il avait été vu des centaines de milliers de fois. Les gens le partageaient avec des légendes comme « Voilà pourquoi j'ai arrêté d'appeler ». Et enfin, quelqu'un l'a dit. L'expression « chaise vide » a commencé à apparaître partout. Les gens publiaient des photos de sièges vides à leur propre remise de diplôme, mariage, dans des chambres d'hôpital. C'est devenu plus grand que mon histoire. J'ai donné une seule interview sur mes recherches, pas sur ma famille. J'ai laissé la vidéo exister parce que je ne pouvais pas la contrôler, mais je ne l'ai pas exploitée. Je suis retourné au laboratoire parce que le travail comptait plus que l'attention. Mais ma famille ne l'a pas vu de cette façon. Vivien a appelé la première. Sa voix était à la fois aiguë et tremblante. De la colère et quelque chose en dessous qu'elle n'admettrait jamais être de la culpabilité. Elle m'a dit que je les avais humiliés. Elle a dit que toutes ses connaissances avaient vu la vidéo ou en avaient entendu parler. Elle a dit que les gens l'appelaient pour lui demander si elle était la mère dans le discours. Je n'avais pas utilisé de nom. Je n'avais pas parlé de match de football. Je n'avais donné aucun détail d'identification. Mais les gens ont deviné. Ils le font toujours.
Elle m'a dit que je faisais du drame. Que je ramenais toujours tout à moi. Et puis sa voix s'est brisée, juste une seconde. Juste assez pour que j'entende la fracture. Et elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas simplement être reconnaissante pour ce qu'il m'avait donné. Je lui ai posé une question. Je lui ai demandé à quelle remise de diplôme elle avait assisté. Elle n'a pas répondu. Elle a dit qu'il était impossible de me parler et a raccroché. Arlon n'a pas appelé. Ni cette semaine-là, ni la semaine d'après. Silence complet. Mais un soir, des semaines plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification. Un message de Arlon. J'ai pris le téléphone et la notification était là. Je pouvais voir les premiers mots sur mon écran de verrouillage. Ça commençait par « j'ai regardé la vidéo » puis ça coupait. Le temps que j'ouvre l'application, il avait disparu. Supprimé. Il avait tapé quelque chose, l'avait envoyé, et l'avait repris. J'ai fixé cette conversation vide pendant un long moment. Un message qui a existé pendant quelques secondes puis a disparu. D'une certaine manière, c'était pire que le silence, parce que le silence signifie que quelqu'un ne pense pas à vous. Un message supprimé signifie qu'il pense à vous et choisit de ne pas aller jusqu'au bout. C'était Arlon en un seul geste. Sutton a appelé 3 semaines plus tard, de manière décontractée, tardive, comme si de rien n'était. Il m'a demandé ce que je faisais. Nous avons parlé de tout et de rien pendant quelques minutes. Puis j'ai abordé le sujet de la remise des diplômes. Il est devenu silencieux. Il a dit qu'il avait entendu parler d'un discours qui circulait, mais il ne l'avait pas regardé. Il m'a demandé de quoi ça parlait. Je lui ai dit que ça parlait de chaises vides. Il a dit que ça avait l'air profond. Il n'a pas demandé ce que ça signifiait. Il n'a pas fait le lien avec le fait qu'il était à un match de football pendant que j'étais sur scène. Il a juste dit cool et a changé de sujet. Cette conversation a été celle qui m'a fait le plus de mal. Pas la colère de Vivien, pas le message supprimé de Arlon, mais l'inconscience totale de Sutton. Mon frère ne savait même pas qu'il faisait partie de l'histoire. Le plus grand moment de ma vie n'avait pas du tout été enregistré sur son radar. Je ne valais pas la peine d'être en colère contre moi. Je ne valais pas un message supprimé. Je n'étais tout simplement pas sur sa carte. Des mois ont passé. La vidéo s'est calmée. Je suis retourné au laboratoire et je me suis plongé dans la recherche cardiaque. Nous étions sur le point de publier des résultats qui pourraient changer la façon dont les maladies cardiaques sont détectées précocement. J'ai laissé le silence de ma famille s'installer en quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Puis Vivien a de nouveau appelé. Sa voix était différente. Douce, chaleureuse, presque mielleuse. Elle a dit qu'elle avait pensé à moi. Elle a dit qu'elle voulait tout laisser derrière nous et avancer en tant que famille. Pendant une demi-seconde, ma poitrine s'est desserrée. Peut-être qu'elle avait compris. Peut-être que les mois avaient changé quelque chose. Puis elle m'a dit pourquoi elle appelait vraiment. Un événement caritatif, une organisation dans laquelle elle était impliquée. Elle a dit que cela signifierait beaucoup si je pouvais faire une apparition, peut-être faire un court discours. Elle a dit que mon nom aiderait à vendre des billets. J'ai laissé le silence s'installer pendant un long moment. Puis je lui ai demandé si elle appelait parce que je lui manquais ou parce qu'elle avait besoin de mon nom sur un dépliant. Elle a commencé à parler de nouveaux départs et de branches d'olivier. Je lui ai dit qu'une branche d'olivier aurait été des excuses. Une branche d'olivier aurait été de se présenter. Ce qu'elle offrait n'était pas une réconciliation. C'était une demande de prestation. Sa voix a changé. La douceur a disparu. Elle m'a dit que je devais toujours tout compliquer. Elle a raccroché sans dire au revoir. C'était la dernière fois que Vivien a appelé. À peu près à la même époque, j'ai rencontré Cyrus. C'était une étudiante en première année de doctorat au département de neurosciences. Elle m'avait trouvé grâce à la vidéo, pas la version virale, mais l'enregistrement complet de la cérémonie que l'université avait publié discrètement sur son site. Elle avait tout regardé. Elle m'a contacté par le biais du département et m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer. Nous avons pris un café un mardi après-midi. Elle était jeune, vive, et se tenait avec la posture prudente de quelqu'un qui avait appris très tôt à ne pas prendre trop de place. Elle m'a dit qu'elle était une étudiante de première génération. Ses parents n'avaient jamais compris pourquoi elle voulait plus d'éducation au lieu d'un salaire.
Quand elle est entrée au MIT, sa mère lui a dit qu'elle était égoïste. Son père a cessé de répondre à ses appels. Elle a dit qu'elle avait passé des années à penser que quelque chose était brisé en elle. Puis elle a regardé mon discours et a réalisé que la fracture n'était pas en elle. Nous avons parlé pendant des heures et quelque part dans cette conversation, j'ai reconnu quelque chose. La même douleur silencieuse que j'avais portée pendant des années, assise en face de moi dans un corps différent. Avant de partir, elle m'a dit que sa première présentation majeure aurait lieu dans quelques mois. Elle a dit que ses parents ne seraient pas là. Elle l'a dit de la manière dont on dit quelque chose que l'on a accepté mais avec lequel on n'a pas fait la paix. Je lui ai dit que je serais là. Elle m'a regardé comme si elle n'était pas sûre de devoir le croire. Je le lui ai répété. Premier rang. Le matin de la présentation de Cyrus, je me suis levé tôt. Je me suis arrêté chez un fleuriste sur le chemin du campus. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je savais juste que quand quelqu'un entre dans une pièce pour faire la chose la plus difficile qu'il ait faite jusqu'à présent, il devrait y avoir des fleurs qui l'attendent. Ce n'est pas un grand geste. C'est juste à quoi ressemble le fait d'être présent quand on a appris à la dure ce que fait le fait de ne pas être présent. Je suis arrivé dans la salle de séminaire 20 minutes en avance. Petite salle, peut-être 30 places. Son comité était déjà en train de s'installer. Quelques camarades sont entrés avec des ordinateurs portables et des tasses de café. Je me suis assise au premier rang, les fleurs sur les genoux, et j'ai attendu. Cyrus est entré. Elle tenait ses notes contre sa poitrine. Serrée. De la manière dont on tient quelque chose quand on a peur qu'il ne s'envole. Elle a balayé la pièce du regard comme j'avais balayé cet auditorium des mois auparavant. Cherchant un visage, cherchant la preuve que quelqu'un était venu. Elle m'a vu et elle s'est arrêtée. Ce n'a été qu'une seconde, peut-être moins. Mais j'ai tout vu dans cette pause. La surprise, le soulagement. Le genre de choc qui vient quand on s'est entraîné à s'attendre à une chaise vide et qu'on trouve à la place une personne dedans. Elle a cligné des yeux 2 fois. Puis elle a redressé les épaules et s'est dirigée vers l'avant de la salle. Elle était brillante. Sa recherche était pointue. Sa présentation était claire. Ses réponses aux questions du comité étaient meilleures que les miennes à son stade. Je me suis assise dans ce premier rang et je l'ai regardée devenir la chose qu'elle avait eu peur de ne pas être autorisée à être. Quelqu'un qui valait la peine d'être écouté. Quand ce fut terminé, je lui ai tendu les fleurs. Elle les a tenues comme si elle ne savait pas quoi en faire. Puis elle a dit quelque chose qui m'a brisé de la meilleure des manières. Elle a dit que personne ne lui avait jamais apporté de fleurs pour quoi que ce soit d'académique auparavant. Elle a dit que sa mère avait l'habitude de dire que l'école n'était pas le genre de choses que l'on célébrait. C'était juste le genre de choses dont on survivait. Je lui ai dit qu'elle avait tort. Que sa mère avait tort. C'était exactement le genre de choses que l'on célébrait. Et que j'allais continuer à être présente jusqu'à ce qu'elle le croie. C'est à ce moment-là que le cycle s'est refermé. Le docteur Harley m'avait vu. J'avais vu Cyrus, et maintenant la chaise était de nouveau pleine, non pas par le sang, mais par le choix d'être là. Les mois qui ont suivi ont été calmes de la meilleure des manières. Je suis retourné à mes recherches. Le projet de détection cardiaque a atteint une percée. Nous avons publié des résultats qui pourraient changer le fonctionnement de la médecine d'urgence. Mon nom figurait sur cet article aux côtés d'une équipe de personnes qui étaient devenues plus que des collègues. Nous avons célébré avec des plats à emporter au laboratoire à minuit. Quelqu'un avait apporté un gâteau légèrement penché. Quelqu'un d'autre apportait un toast qui était trop long, et tout le monde a ri. C'était désordonné et imparfait, et ça ressemblait à un foyer. Le docteur Harley m'a invité à des dîners du dimanche chez elle. J'ai rencontré son mari, un ingénieur à la retraite qui appelait tout le monde gamin, quel que soit l'âge. J'ai rencontré sa fille et ses petits-enfants. Ils m'ont intégré à leur routine comme si j'avais toujours été là. Mettant une place pour moi sans demander. Versant mon café comme je l'aimais sans qu'on le leur dise. De petites choses. Le genre de choses qui semblent ordinaires jusqu'à ce que vous ayez passé une vie sans elles. Je dois en fait m'arrêter ici et dire quelque chose. Je sais que cette partie de l'histoire ressemble à un florilège de moments forts, comme si tout s'était arrangé et que la tristesse s'était simplement évaporée. Ce n'est pas le cas. Il y a eu des nuits où je me suis assise dans mon appartement, j'ai fait défiler de vieilles photos de famille et j'ai ressenti un chagrin si spécifique qu'il n'avait pas de mots.
Le chagrin d'avoir des parents vivants qui sont absents. Le chagrin d'un frère qui ne sait pas qu'il manque. Le chagrin d'avoir raison à propos de personnes sur lesquelles on aurait souhaité avoir tort. Le chagrin et la gratitude peuvent partager une même pièce. J'ai appris cela du docteur Harley. Elle m'a dit un jour qu'elle avait passé des années à être en colère contre les gens qui ne s'étaient pas présentés pour elle. Et puis un jour, elle a réalisé que la colère occupait un espace qui appartenait aux gens qui l'avaient fait. Elle a dit que la meilleure chose qu'elle ait jamais faite était de réorganiser les meubles. Je réorganise depuis lors. Environ un an après la remise des diplômes, j'ai reçu un message de Arlon. Pas un appel, pas un texto supprimé cette fois. Un vrai message qui est resté. Il était court, 3 phrases. Il disait qu'il avait lu un article sur mes recherches que quelqu'un lui avait transféré. Il disait que ça semblait important. Il disait qu'il espérait que j'allais bien. Pas d'excuses, pas de mention de la remise des diplômes, pas de mention du discours, juste un homme se tenant au bord d'un pont qu'il ne savait pas comment traverser. Je l'ai lu plusieurs fois. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une partie de moi voulait répondre quelque chose de cinglant. Quelque chose sur le fait qu'un article transféré n'était pas la même chose qu'un siège au premier rang, mais je ne l'ai pas fait. Parce que ce message, aussi petit soit-il, lui avait coûté quelque chose. Je pouvais le sentir. Arlon n'était pas un homme qui prenait contact. C'était un homme qui se présentait aux matchs de football, construisait des vitrines à trophées et exprimait son amour par la logistique. Taper 3 phrases à la fille qu'il avait déçue était probablement la chose la plus difficile qu'il ait faite depuis que j'avais quitté cette scène. J'ai répondu par une seule phrase. J'ai dit « Merci de l'avoir lu ». C'était suffisant pour l'instant. Vivien a commencé à envoyer des messages d'anniversaire. Court, prudent. Le genre de message que vous envoyez quand vous ne savez plus où se trouve la limite. Elle n'a jamais mentionné l'appel pour l'œuvre de charité. Elle n'a jamais mentionné le discours. Elle écrivait juste des choses comme « Je pense à toi aujourd'hui ». Je ne répondais pas toujours, mais je les lisais tous. Puis un soir, Sutton a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Quand je l'ai fait, il y a eu un long silence, le genre qui vous dit que quelqu'un essaie d'assembler des mots qu'il n'a jamais utilisés auparavant. Puis il a dit quelque chose qui m'a frappé plus fort que tout ce que Vivien ou Arlon avaient pu dire. Il a dit qu'il ne se souvenait pas de ce match, le championnat, celui auquel ils étaient tous allés au lieu de ma remise de diplôme. Il a dit qu'il avait joué des dizaines de matchs cette année-là. Et il ne pouvait pas me dire le score, ni contre qui ils avaient joué, ni même s'ils avaient gagné. Mais il a dit qu'il savait que je me souvenais de ma remise de diplôme. Il a dit qu'il savait que je me souvenais de chaque chaise vide. Et il a dit que cela lui disait quelque chose sur ce qui comptait vraiment et ce qui ne comptait pas. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas dit les mots « je suis désolé ». Mais il a nommé le déséquilibre. Il l'a vu. Pour la première fois de sa vie, mon frère a regardé la balance et a remarqué qu'elle était inégale. Et parfois, être vu vaut plus que des excuses. Je l'ai remercié. Il a dit qu'il rappellerait. Je lui ai dit que je répondrais. Je travaille toujours au MIT. Je m'assois toujours avec Cyrus quand elle a besoin de quelqu'un dans la pièce. Elle fait un travail extraordinaire et n'a plus besoin de moi. Mais elle m'envoie toujours un texto avant chaque grande présentation pour me demander si je viens. Je dis toujours oui. Et j'apporte toujours des fleurs. Le docteur Harley est toujours la première personne que j'appelle quand quelque chose va bien et la première personne que j'appelle quand quelque chose va mal. Elle décroche à chaque fois. Je lui ai demandé un jour pourquoi elle avait conduit 2 heures pour s'asseoir sur cette chaise à ma remise de diplôme. Elle a dit qu'elle n'avait pas conduit 2 heures pour moi. Elle a conduit 2 heures pour la version d'elle-même qui s'était assise seule dans une pièce des décennies auparavant et avait souhaité que quelqu'un vienne. Elle a dit qu'à chaque fois qu'elle se présente pour quelqu'un, elle remonte le temps et s'assoit à côté de cette fille. Je pense aux chaises vides différemment maintenant. Avant, je les comptais. Je les fixais et mesurais ma valeur au nombre de chaises inoccupées. Je ne fais plus ça. Aujourd'hui, je compte les pleines, celles avec des fleurs sur le siège. Celles avec des gens qui ont conduit 2 heures ou traversé le campus ou qui sont simplement venus avec un gâteau penché et un toast qui s'est éternisé. Ce sont ces chaises-là qui comptent. Et il y en a plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Si vous avez déjà regardé une chaise vide et ressenti son poids, j'ai besoin que vous entendiez ceci.
Arrêtez de compter les gens qui ne sont pas venus. Commencez à compter les gens qui sont venus. Et si vous ne les trouvez pas encore, continuez. Parce que quelque part, quelqu'un vous garde une place en ce moment même. Vous n'êtes simplement pas encore entré dans cette pièce. Qui était là pour vous quand personne d'autre ne l'était? C'est ce que j'aime dans cette communauté. Beaucoup d'entre nous savent ce que c'est que d'être ignoré, rejeté ou laissé pour compte. Et c'est exactement pourquoi la gentillesse ici semble si réelle. Laissez un commentaire et dites-moi dans quelle ville vous êtes et quelle heure il est chez vous.